Mélanie Vogel, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes donc sénatrice EELV, représentant les Français de l'étranger. Un mot de Tina Turner qui vient de disparaître. Pour votre génération de femmes, ça représente quelque chose ? Ça représente quelque chose, mais je pense plutôt pour ma mère. Pour Oui, être honnête. c'est bien aussi. Mais elle écoutait beaucoup Tina Turner. Et puis vrai. c'est la libération de la femme, violence C'est vrai, conjugale, c'est vrai. difficulté à en parler, c'est une époque aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, l'actualité française est plus triste encore. Plusieurs accidents de la route tragiques sont advenus récemment sous emprise de stupéfiants. Hommage sera rendu d'ailleurs aujourd'hui aux 3 policiers tués à Roubaix. Est-ce qu'il faut durcir les sanctions contre les fumeurs de cannabis qui prennent le volant ? Est-ce que c'est une partie de la réponse ? Écoutez, franchement, moi, ce que je pense, c'est que les stupéfiants qui se retrouvent dans les accidents routiers, c'est les stupéfiants qu'il y a dans la société. Si ça augmente dans la société, ça augmente au volant aussi. Bien sûr. Et donc, je crois qu'on est déjà en France parmi les pays au sein de l'Union européenne qui ont les politiques les plus répressives. Et on est les plus consommateurs. Et on est les plus consommateurs, donc pour réduire la consommation, on le voit, c'est factuel, quoi qu'on en pense, ça ne fonctionne pas. Je pense que la question des stupéfiants en général, c'est une question de santé publique, elle doit être abordée comme ça, et je crois pas que en durcissant la répression, on va diminuer les accidents. L'accident qui a eu lieu, on voit bien, ça aurait changé quoi s'il y avait eu plus de répression ? Vous croyez que cet accident n'aurait pas eu lieu ? Moi, le je crois conducteur pas. aurait fumé tout autant. Si on légalise, est-ce que vous espérez au contraire une dynamique vertueuse ? On légalise, donc on peut faire de l'éducation, de la prévention, de la santé, ou ça marcherait pas non plus ? Alors, le rapport entre la légalisation et la consommation, il est pas si clair. C'est pas à cause de la répression, c'est pas à cause de l'interdiction que les gens consomment. Les gens consomment pour plein de raisons. Et quelle que soit la situation légale, si c'est interdit ou si c'est autorisé. Par contre, ce que ça permet la légalisation, c'est de mettre fin au trafic, c'est de contrôler la qualité des produits, c'est de pouvoir les vendre d'une manière régulée et c'est de pouvoir aussi générer des recettes fiscales qu'on peut ensuite flécher vers la lutte contre les addictions, vers la santé publique et vers la réduction des risques. Donc je pense que c'est pour tout ça dans la société une politique vertueuse. Vous sentez une majorité politique se construire autour de ça ? On a vu des propositions de loi portées par divers camps. C'est vrai, c'est maintenant on a disons que la question des drogues en général dans la société, c'est paradoxal dans la société française, c'est-à-dire que on a une politique répressive qui ne fonctionne pas du tout et qui, comme elle est, disons, baignée de représentations qui sont assénées tous les jours sur les réseaux sociaux, à la télé, etc., sur le fait que la drogue c'est mal, les consommateurs sont des criminels, etc., eh bien, il y a une forme de soutien de l'opinion publique à une politique qui est complètement inefficace. Et je pense qu'il faut changer les représentations et se dire que, avant tout, comme tout un tas de choses, comme l'alcool, comme la cigarette, c'est une question de santé publique d'abord et avant tout. Alors, la violence a aussi touché les élus. La gauche hier a manifesté à Saint-Brévin en solidarité avec le maire démissionnaire. Quel message voulait envoyer la gauche ? Un message d'alerte contre l'extrême droite ou un message de solidarité avec les élus violentés ? C'est les deux, c'est-à-dire que c'est par le manque de solidarité avec les personnes victimes de la violence de l'extrême droite que l'extrême droite peut proliférer. Et donc, c'est un message à la fois pour dire il faut redevenir antifasciste en France, mais pour de bon. C'est nécessaire aujourd'hui. C'est absolument nécessaire pour la sauvegarde de la démocratie, de nos institutions, pour la sauvegarde d'un avenir possible ensemble, dans lequel les libertés publiques, les droits humains soient toujours une réalité. Et c'est la démission face à la montée du fascisme qui explique une partie de la montée des violences. Moi, je crois que la démocratie, elle est pas mise en danger d'abord et avant tout par l'extrême droite. Elle est mise en danger à la fin par celles et ceux qui ne feront rien contre l'extrême droite. Et c'est pour ça que, en tant que démocrate, quelle que soit, au fond, la couleur politique, on a une responsabilité historique aujourd'hui. Et partout en Europe, on voit que les extrémistes montent, que les populismes montent et que le fascisme ressurgit. On a une responsabilité à ne pas laisser faire. Parce qu'à la fin, la démocratie, elle s'effondre, pas par ceux qui veulent la détruire, mais par ceux qui ne font rien pour les empêcher. Ne pas laisser faire, ça veut dire interdire toutes les manifestations d'emblée, comme l'a demandé le ministre de l'Intérieur, dissoudre un maximum d'associations, sachant qu'un jour, ça peut se retourner aussi contre d'autres camps politiques. Non, c'est préserver l'état de droit. Évidemment, dans l'état de droit, parfois, ça arrive, c'est vrai, la liberté d'expression, la liberté de manifester, ça peut amener à autoriser des manifestations dont les mots d'ordre sont absolument choquants. Ça doit se faire dans l'état de droit.
ce qui est dangereux, c'est le fait d'avoir 2 poids 2 mesures et de considérer que une manifestation d'extrême droite, elle ne trouble pas l'ordre public, alors que taper sur des casseroles, ça peut troubler l'ordre public. Et là, on voit qu'on a une évaluation qui est politique de la chose. Il y a des manifestations qui ont des mots d'ordre qui méritent qu'elles soient interdites, l'appel à la haine, le racisme, le néonazisme, ce ne sont pas des opinions comme les autres. Des opinions qui relèvent de la liberté d'expression. À certains égards, ce sont des délits et donc on ne peut pas les permettre. Mais c'est vrai que parfois, on doit laisser s'exprimer certaines opinions dans le respect de l'état de droit. Et donc, le guide, ça doit être l'état de droit, les libertés publiques, et justement ne pas commencer à avoir une vision politique de la chose et de se dire, politisé, je veux dire, et de se dire, quand c'est la gauche qui manifeste contre le gouvernement, c'est un problème. Quand c'est des néo-nazis avec des croix gammées, ils ont le droit parce qu'ils crient pas trop fort. Toute cette ambiance a inspiré au président de la République, hier en Conseil des ministres, une expression. Il s'est inquiété du processus de décivilisation. Alors polémique parce que c'est le titre d'un livre de Renaud Camus, d'extrême droite. C'est aussi un concept venu de Norbert Elias, donc un sociologue du début du XXe, sur processus de civilisation, de féodalisation. Est-ce que ce concept vous choque ? Ce qui me choque, c'est d'abord, effectivement, Emmanuel Macron sait très bien à quel concept il fait référence et quel type de débat. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il le fait. C'est pour cela qu'il le fait fuiter. C'est pour que ça puisse faire parler. Il sait très bien à quel imaginaire il fait référence quand il parle de décivilisation. Moi, je considère qu'il récupère volontairement un concept d'extrême droite qui n'est pas seulement là, à mon avis, parce que il a pas dit que ça. Il y a la suite après. Il y a un processus de décivilisation et donc il faut être intransigeant et donc tolérance zéro, etc., etc. Et venant de personnes qui considèrent, par exemple, que mettre des clous dans des arbres pour protéger la forêt, c'est de la violence, que taper sur des casseroles, c'est de la violence, que mettre des autocollants sur une permanence, c'est de la violence. La peur qu'il y a derrière, c'est une augmentation de la répression. Et moi, c'est ça qui me choque, c'est de mêler, au fond, un concept issu de l'extrême droite, dans le débat d'aujourd'hui, avec une rhétorique qui consiste à dire il faut taper plus fort, empêcher les violences, quand on sait ce que c'est qu'ils considèrent comme des violences. La gauche a été la première, avec Chevènement, à parler de sauvageons, par exemple, à mettre le doigt sur le fait que nos valeurs civiques, notre vivre ensemble, ils se dégradaient. Vous avez peut-être manqué de réponse aussi sur ces sujets-là. Je crois pas. Après, moi, j'ai jamais utilisé le terme de sauvageon, donc c'est pas votre bouche, quoi. C'est pas ma référence politique. Et je crois que c'est évidemment qu'il y a une augmentation des frustrations, de la colère, et donc qu'il y a une expression de la violence dans la société. Ça, je ne le nie pas. Il faut savoir d'où elle vient. Elle vient aujourd'hui en partie d'une libération de la parole violente dans les médias, de la rhétorique de l'extrême droite. Elle vient aussi, au fond, je pense vraiment d'une responsabilité du gouvernement à ne pas créer les conditions d'un vivre ensemble respectueux et démocratique. Quand on a, et c'est pas pour revenir toujours sur la réforme des retraites, mais malgré tout, quand on a dans la société une opposition pacifiste qui s'exprime, des manifestations gérées par les syndicats qui, au fond, font de la politique comme il faut faire dans une démocratie, pacifiquement, avec des revendications pacifiques, et que ça ne fonctionne pas, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, etc. Il y a un moment donné, vous mettez en danger le pacte social, parce que le pacte social dans notre République, il repose sur le fait que, par les modes d'action, le vote, les syndicats, l'appartenance à des partis politiques, on peut agir sur les politiques. Et infléchir les politiques. Et infléchir, oui, c'est pour ça qu'on est dans une démocratie. Si rien de tout cela marche, vous mettez en danger, je pense, la paix sociale. Alors à propos de manifestation, hier soir, le Conseil d'État a validé l'utilisation des drones par la police, avec des restrictions, pas d'enregistrement des sons, pas de reconnaissance des visages. Ça vous inquiète ? Oui, ça m'inquiète parce que, en réalité, l'utilité pour la gestion des manifestations des drones, honnêtement, elle reste à prouver. Voir les mouvements de foule, voir d'où ça démarre, bouger des escadrons de policiers en conséquence. Écoutez, j'émets des doutes sur l'efficacité réelle de l'utilisation des drones. Par contre, on voit tout ce qu'on peut faire d'autre avec des drones en termes de surveillance. Et donc,
il faut toujours faire attention avec les outils, ils créent toujours des conséquences qui sont liées à leur existence, à leur utilisation, même s'ils n'étaient pas au départ prévus pour ça. Et donc, je pense qu'on peut mettre le doigt dans un engrenage qui peut être dangereux et que franchement, la gestion des débordements, des violences dans les manifestations, c'est d'abord avant tout une question de renseignement. Bien avant. C'est pas avec des drones qu'on empêche la violence au moment de la manifestation. Les parlementaires pourront surveiller, contrôler l'usage des drones et leur efficacité. Vous pourrez le faire. Les parlementaires ont le droit d'aller sur le terrain, voir. Oui, d'accord, mais en fait, le jour de la manifestation, c'est pas avec des drones que vous allez empêcher, des individus violents, c'est grâce au renseignement, et donc il faut plus de moyens dans les renseignements, de meilleurs renseignements, de meilleure coordination des services, pour vraiment empêcher la violence d'arriver, d'exploser. Les Républicains ont proposé 2 textes sur l'immigration, un constitutionnel et un projet de loi classique. L'opinion, d'après les premiers sondages, réagit plutôt positivement. Ils ont réussi leur coup politique, ou c'est le signe que la société va vers la droite? Alors, d'abord, j'ai remarqué qu'il y avait une compétition entre le RN et les Républicains, qui était plus d'extrême droite avant qui dans cette affaire, puisque le RN dit mais vous aviez copié-collé notre programme, les autres disent mais non, c'est nous qui l'avions dit avant. Bon bref, voilà. Sur le fond, sur votre question liée au sondage, je pense que comme Bourdieu le disait, on est dans une situation où les sondages aujourd'hui sur cette question, ils sont plus le reflet de l'état du débat public sur la question migratoire que des faits liés aux migrations. Ces propositions, c'est des propositions qui, pour moi, sont totalement déconnectées de la réalité des questions migratoires. Les flux migratoires, ce sont des faits. Ils sont amenés à s'amplifier du fait de la crise climatique, du fait de la crise sociale internationale. Et ces propositions-là n'ont pas le moindre rapport avec l'enjeu qui est là. Par contre, ce que font les Républicains, effectivement, c'est après quelques semaines de division importante sur les retraites, essayer de montrer qu'ils sont en fait pas si divisés que ça. Mélanie Vogel, merci, bonne journée. Je vous en prie. Madame, monsieur, merci. On retiendra la politique répressive en France est complètement inefficace. Christophe, on vous retrouve lundi. Lundi, oui, tout à fait. Bien sûr, le Barbier du matin. Et lundi, vous serez en compagnie d'Agnès Verdier-Molinier pour son livre « Où va notre argent ?», paru aux éditions de l'Observatoire. Et autre moment fort, ce sera dimanche. Frédéric Aziza recevra Elisabeth Borne. Événement Radio J. Radio J. Radio J. La première ministre Elisabeth Borne est l'invitée exceptionnelle de Frédéric Aziza dans l'émission Les Enfants de la République, dimanche 28 mai à 8h45 et 14h10. Elisabeth Borne au micro de Frédéric Aziza, c'est seulement sur Radio J. Radio J. Vous faites le Tralga ? Depuis 30 ans, Sonigo Déménagement Groupe Fidi s'occupe de tout. Expédition en groupage maritime et conteneurs personnalisés. Assurance tout risque. Véhicules. Solutions de stockage pour courte et longue durée en nos dépôts ultra sécurisés. Sonigo Déménagement, agent